On peut commencer, hein? Ouais, ok. Alors, je vais parler d'un sujet qui est un peu moins à la mode que l'IA. On voit ça au nombre de personnes. Mais c'est important aussi parce qu'en fait, c'est un peu... Je ne sais pas si... Moi, je suis d'une génération où il y avait une pub... je ne sais pas si vous vous rappelez d'une pub de Brandt. Il y a très longtemps. C'est une pub qui disait... c'est deux collègues qui parlaient et puis qui disaient « Qu'est-ce qu'elle a comme machine, ta femme ?» Alors, ça ne se dirait plus aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Et ben, il dit « Je ne sais pas, en fait. » Et il revenait le lendemain, il disait « C'est une Brandt. » Parce qu'en fait, comme elle est tombée jamais en panne, ils n'en parlaient jamais. Et donc, ils ne savaient pas la marque. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout ce qui est temps réel, c'est quelque chose qui est souvent à l'intérieur, dessous, sous le capot. Pour le coup, c'est vrai, parce que dans l'automobile, il y a du temps réel, avec des trucs comme Autosar. Et on n'en parle pas, parce que ça ne se voit pas. Hein. Mais si on ne l'a pas, par contre, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà, c'était la petite minute historique. Alors moi, je suis un expert Linux embarqué depuis de nombreuses années. Et je travaille pour une société qui s'appelle Smile, mais dont la division s'appelle ECS, donc qui veut dire Embedded and Connected System, qui est une petite division d'une entreprise qui fait 1800 personnes, puisque nous, on est à peu près une centaine de personnes, avec une agence à Paris, à Toulouse, à Nantes, à Grenoble, et à Lille, il y a 2 ou 3 personnes. Donc, ce n'est pas une grosse partie. Mais en fait, moi, j'avais créé la boîte et ils l'ont racheté. Et je pense qu'ils nous ont racheté aussi, mais ils ne savent pas trop ce qu'on fait. Pourtant, ça fait 10 ans qu'ils nous ont racheté, mais je pense qu'ils n'ont toujours pas compris. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je suis donc enseignant, formateur pour toute la partie Linux embarquée. Donc, sur, je ne sais pas si c'est des mots que vous connaissez, Yocto, Buildroot, des trucs comme ça. Le noyau Linux, et puis Linux temps réel, parce que quelque chose de particulier, on va dire. Puis bon, j'ai écrit pas mal d'articles et de livres là-dessus. Alors, on va parler de ça, en fait. L'idée, c'est ça. Alors, c'est pas très sexy hein, au premier abord, mais je peux faire un petit schéma, c'est encore moins sexy. En fait, quand vous faites du temps réel, ben, vous avez souvent, enfin quasiment tout le temps, ce qu'on appelle une tâche périodique. Ok, ça, c'est l'axe du temps. Et puis, régulièrement, il y a un mécanisme logiciel, ou pas, ça peut être matériel aussi, qui va réveiller la tâche et puis qui va exécuter du code hein, de plus ou moins longue durée. Et évidemment, il ne vaut mieux pas qu'on dépasse la durée d'exécution parce que sinon ça ne marche plus. Et en fait, le gros problème qu'on a dans le temps réel, là vous le retrouvez sur le schéma, j'aurais dû mettre les deux, mais bon, comme j'aime bien écrire à la craie, et bien souvent, c'est qu'on a des variations ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, on a 1 milliseconde, mais on ne va jamais avoir 1 milliseconde. On va avoir 1 milliseconde plus ou moins epsilon. Epsilon pouvant être gros. Et donc, ce truc-là, ça s'appelle le jitter. En fait, c'est la variation non contrôlée de la période. On appelle ça le jitter. En français, on appelle ça la gigue. Bon, c'est moins bien. Hein. Ça fait un peu rural. Le genre agricole, comme disait l'autre. Voilà. Donc ça, le problème, il est là, en fait. Pas uniquement de Linux, hein, de tous les systèmes temps réel. Donc, les systèmes temps réel, c'est des RTOS, on appelle ça. Et quand on faisait de l'embarqué avant Linux, tous les systèmes embarqués, ils sont temps réel. Si vous connaissez, alors j'en ai mis une petite liste, pour ceux qui ont un peu touché à ce sujet, le plus connu c'est VxWorks, donc c'est propriétaire, hein. C'est pas du tout open source. Il y en a qui sont open source, VxWorks c'est super connu, c'est utilisé beaucoup dans le spatial. Tous des équipements de la NASA, ils utilisent VxWorks. Alors dans un système spatial, vous n'avez pas un seul OS, hein. Il peut y avoir plusieurs OS, mais VxWorks c'est super connu. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas du tout open source. Il y a Pesos, VRTX, Lynx. Alors VRTX c'était celui qui était dans le télescope Hubble, l'ancien. Là il y en a un nouveau, mais là c'est VRTX MicroCOS2. Alors il y en a qui sont open source aussi. Mais RTEMS, c'est un truc spatial, c'est un OS qui est utilisé dans le spatial. FreeRTOS, qui est quand même assez connu, pour ceux qui touchent un peu à... Même les étudiants, ils connaissent, alors c'est quand même un signe. Hein. Ils en font un peu. Voilà, et Zephyr, qui est un OS embarqué donc, de temps réel de la fondation Linux, qui est donc... Ces trucs-là, ça a une empreinte mémoire, ce qu'on appelle une empreinte mémoire,
et non pas une empreinte, comme j'ai lu ce matin sur des slides. C'est une empreinte avec EI. C'est-à-dire la taille utilisable par le système, que ce soit au niveau de la flash ou de la RAM, elle est beaucoup plus faible que Linux. Et il y en a un qui s'appelle Zephyr, et qui commence à être de plus en plus utilisé, qui est un concurrent de FreeRTOS, parce que FreeRTOS, il est toujours RTOS, mais il est de moins en moins free, en fait. Il a été intégré par Amazon, bon, il y a plusieurs versions, c'est pas... Et puis, il y a plein de gens qui font, si vous regardez chez Thales, par exemple, il y a eu beaucoup d'OS qui ont été faits à l'intérieur des entreprises, parce que faire un système temps réel, c'est pas très compliqué. Par rapport à un noyau Linux, c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que Unix et donc Linux, c'est pas fait du tout pour faire du temps réel, ça n'a pas été conçu pour ça, dès le départ. Et donc, si on veut faire du temps réel, il faut modifier le noyau Linux. Alors, ça ne sert à rien de modifier toutes les applications Linux. C'est pas comme ça qu'on va optimiser, mais par contre, on va modifier le noyau Linux. Alors, le plus connu, c'est Preempt RT. Pourquoi? Parce que c'est un projet officiel de la Fondation Linux depuis 2015. Et que cette année, après 20 ans d'efforts, il a finalement, c'est plus un patch, c'est une option du noyau. Et il suffit de cocher « Je veux faire du temps réel ». Et à partir du noyau 6.12, ouais, c'est assez récent. C'est l'an dernier, c'est 2024. Et donc, sur certaines architectures, 64 bits, sauf le x86 et 3264, mais c'est que sur ARM64 ou RISC-V, il suffit de cocher une option. Et c'est un système Linux normal avec un noyau qui est juste optimisé pour le temps réel. Bon, on va voir que ça a quand même quelques limitations. Alors, pour mesurer, on est sur de l'empirique. Quand on fait ce genre de choses, on n'est pas sur du système temps réel critique au sens code généré comme on peut avoir sur des métros automatiques ou des trucs comme ça. On est sur un système qui va recevoir des sollicitations et on veut qu'il fonctionne le mieux possible, dans la limite du fameux jitter dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quand vous faites du temps réel, vous allez dire... où le client il va vous dire, voilà, moi j'ai besoin de 25 microsecondes sur des tâches de 1 milliseconde, par exemple. Bon, ok. Donc il faut mesurer, il faut vérifier. Alors comment on fait ça? On fait ça, on va démarrer une tâche périodique, donc un soft qui va générer ce truc-là, à peu près. Et puis, on est sur un système Linux, parce qu'il faut savoir que la plupart des RTOS, ils utilisent une seule tâche à la fois. Donc, vous avez un noyau temps réel, RTEMS, il marche comme ça, vous avez un noyau temps réel, vous linkez l'application, le firmware avec ce noyau, ça fait un firmware que vous flashez sur la cible. Donc, il y a plusieurs threads, mais il y a une seule application. Sur Linux, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, sur ces trucs-là, il n'y a pas de file system, voilà. Tout ce qui est spatial, il n'y a pas de file system aujourd'hui. Quand les satellites qui tournent au-dessus de notre tête, là, tout tourne en RAM. Et ils n'ont pas beaucoup de RAM. Ça commence à être différent, mais moi, j'ai bossé avec le CNES il n'y a pas longtemps. Et pour l'instant, c'est plutôt en RAM quand même. Ils veulent mettre des file systems, mais bon, c'est pas encore au standard. Voilà, alors on va démarrer et on va augmenter la charge du système, parce que si le système n'a rien à faire, il n'y a pas de problème. Et puis on va mesurer, on va faire cette mesure-là, on va regarder la valeur du jitter. Voilà. Alors il y a des trucs tout faits sous Linux, il y a un package qui s'appelle RT-Test, qui a été développé par l'équipe de Preempt RT d'ailleurs, que vous pouvez installer même sur un PC Ubuntu, Debian ou ce que vous voulez, qui existe dans Yocto, dans Buildroot. Alors Yocto, vous connaissez tous Yocto, Buildroot? Bon, c'est des outils pour générer des systèmes Linux embarqués en gros. Bon, il y en a un qui s'appelle Cyclic Test, c'est le truc qui va générer les tâches. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Hackbench, qui lui va générer plein de processus qui vont casser les pieds du Cyclic Test, et de ce fait, on va voir ce qui se passe, quoi. Alors ça, c'est des benchmarks. Après, si vous voulez profiler votre propre application, il y a un outil très puissant qui s'appelle ftrace, qui est un truc mainline du noyau, qui vous permet de tracer des réveils, par exemple, ce genre d'événement, là, ce qu'on appelle le Sched Wake Up. Vous allez le tracer, vous allez noter la date, et puis vous allez la comparer, et vous pouvez tracer des courbes. Donc ça, c'est assez pratique. Donc, de nouveau, pour ajouter Improving the Performance, il faut utiliser Preempt RT,
Ou alors utiliser, alors deuxième solution, c'est d'utiliser l'approche co-kernel. C'est c'est ce dont je vais vous parler le plus. Bon, PréemptRT, ça, je ne vais pas y passer trop de temps. C'est un truc qui a démarré donc, en 2004. Et ça a été longtemps pas trop maintenu par des individus. Donc Ingo Molnar, Thomas Gleixner. Ça a des performances correctes. C'est-à-dire si vous prenez une période de 1 milliseconde, alors je parle de Raspberry Pi, pas de trucs. Vous arrivez à peu près à 100 micros de jitter. C'est déjà pas mal parce que c'est 10%. Même aujourd'hui, c'est pas parce que vous prenez un noyau 6.12 d'aujourd'hui, ça ne sera pas beaucoup mieux. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Ça sera peut-être 80, 85, 70, 110, mais autour de 100 micros. Ouais. Alors le gros avantage, c'est que c'est un Linux, comme je vous ai dit, vous pouvez programmer vos drivers, vos applis, etc. Bon, voilà. Donc il y a deux options à activer. Et ça existe en ready to run, comme on dit dans la région. Chez Red Hat, donc Red Hat Enterprise Linux ou Ubuntu, ils ont des packages, il suffit d'installer le package. Alors nous, on s'en sert pour Airbus. Ils utilisent ça. Alors on leur tune un peu le noyau parce que ce que fournit Red Hat n'est pas totalement ce qu'ils veulent. Mais ils utilisent ça pour leur bande de test. Parce que ça leur suffit, voilà. Donc, par contre, quand on veut faire mieux, par exemple, si vous voulez faire 25 micros, c'est pas avec PréemptRT que vous ferez 25 micros. Et puis, il y a un truc dans le temps réel, c'est pas parce que vous allez mettre 12 cœurs i9 ou i quelque chose que vous allez faire du temps réel. Vous pouvez très bien avoir un système qui est avec un microcontrôleur qui est temps réel, et vous prenez un PC comme ça, avec un Ubuntu de base, il ne sera pas temps réel. Il sera puissant, mais pas temps réel. Puissant au sens... on peut faire plein de trucs à la fois, mais rien ne garantit que ces trucs à la fois seront temps réel. D'ailleurs, on s'en fout la plupart du temps réel. Quand vous compilez, ce n'est pas du temps réel. Quand vous ouvrez une image, c'est encore moins du temps réel. La plupart du temps, on s'en moque du temps réel. C'est pour ça qu'il n'y a personne, d'ailleurs, parce que... Enfin, personne. Parce que ça n'intéresse pas grand monde, le temps réel, y compris dans les systèmes. Voilà, alors l'idée de ce co-kernel, c'est que comme son nom l'indique, c'est d'ajouter un noyau, en plus du noyau Linux, d'ajouter un noyau qui va s'occuper uniquement de temps réel. C'est-à-dire qu'on va laisser Linux s'occuper de ce qui n'est pas temps réel, et le noyau, il va juste s'occuper de ce qui est temps réel. Donc on va séparer les variables, ce qui est plutôt pas mal. Donc on appelle ça un real-time subsystem. Ça s'exécute dans l'espace kernel. Ça reste un noyau Linux. Donc en particulier, il ne faut pas croire que quand si jamais le noyau Linux se plante, tout se plante. C'est pas un truc... voilà. Ça reste un Linux quand même. Et donc vous avez deux domaines, on appelle ça vaguement des domaines d'exécution, un domaine temps réel, un domaine non temps réel. Donc c'est pas tout neuf. Le premier, ça a été créé en 1998. Ça s'appelait RT Linux. Après, il y en a eu un autre qui s'appelait RTAI, qui est fait en Europe, qui est un fork de RT Linux. Puis après, il y a eu Xenomai. Et donc, il y a des gros problèmes dans ces sujets-là. C'est que, en fait, la plupart, les premiers outils, comme RT Linux et RTAI en majorité, on ne pouvait programmer qu'en espace kernel. Ça optimisait, et si on ne faisait pas d'espace kernel, ça ne marchait pas bien ou ce n'était pas possible. Et en espace kernel, je rappelle que vous êtes sous licence GPL. Donc quand vous développez des applications un peu sensibles, et si vous voulez respecter les licences, au hasard, au cas où, on ne sait jamais, sur un malentendu, vous êtes obligé de donner votre code source. Donc ça, les gens, ils n'aiment pas trop donner les codes sources quand c'est des codes militaires. Parce que RT Linux est beaucoup utilisé par l'US Navy. Ça a été utilisé. Alors évidemment, c'est pas terrible de donner les codes sources. Donc alors Xenomai, il a apporté justement cette approche qui permet de faire du temps réel en utilisant des applis standards, comme le fait PréemptRT. Et avec Xenomai 4, c'est encore plus proche de ce qu'on fait avec PréemptRT, sauf que c'est beaucoup plus performant. Voilà, alors voilà le principe. En gros, ça ressemble vaguement à ce que fait un hyperviseur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la virtualisation et tout ça et tout ça.
Et en gros, vous avez un micro-noyau qui va s'appuyer sur le hardware et qui va vous permettre de partager du hardware entre plusieurs. Alors, ce n'est pas des partitions au sens ARINC 653 ou autre, mais c'est des domaines d'exécution. Ouais, ce n'est pas aussi strict, mais c'est mieux que rien, quoi. Alors, voilà le principe. Alors ça, c'est un vieux schéma, je le garde précieusement, c'est un peu comme une relique. C'était l'architecture de RT Linux. Donc on voit bien qu'on a le hardware en bas, on a RT Linux qui fait l'interface avec le hardware, et puis les applications, vous voyez, elles sont en kernel space, tout ça. En dessous du très pointillé, c'est du kernel. Donc vous avez le scheduler, c'est un module, l'application c'est un module, l'API POSIX en kernel, c'est un module, etc. Donc ça, c'était bien, ça fonctionnait très bien, hein. Moi, j'ai testé il y a 23 ans, ça marchait déjà très bien sur un PC. Mais bon, c'était un peu compliqué à utiliser. Donc Xenomai, ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Philippe Jérôme, qui est un Français, il doit habiter à Nantes là, en ce moment, et qui a travaillé longtemps, quelques années avec moi dans la boîte qui est devenue Smile aujourd'hui, mais c'était pas Smile à l'époque. Et donc son idée, c'était de... en fait, il a commencé à faire un Xenomai pour émuler des API temps réel, pour faire des tests. Et ce n'était pas encore vraiment temps réel. Et il s'est rapproché de RTAI pour faire en sorte que son truc, ça soit temps réel, et à la fois émuler des API, donc faire ce qu'il appelle des skins, donc pouvoir programmer du VXWorks, pouvoir programmer du VRTX, du POSIX, dans un environnement en temps réel, parce que dans l'industrie, c'est ce qu'on utilise. Et puis, bon, voilà, je vous passe les détails, mais en gros, depuis la version qu'on utilisait il n'y a encore pas très longtemps, c'était la version 3. Et la plupart du temps, on utilisait ce qu'on appelle Cobalt. Et en gros, Cobalt, c'est un peu comme la glibc dans Linux. Cobalt, ça réimplémente le POSIX, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Puis il y avait une single kernel, mais ça a été supprimé. Et alors la difficulté, c'est de, justement, si on reprend le slide d'avant, enfin un peu avant, voilà, ce truc-là de virtualisation. En fait, le hardware, il va envoyer des interruptions, hein, le truc vert, là. Et puis, il va falloir envoyer les interruptions soit d'un côté, soit de l'autre. Si vous avez une interruption d'une carte qui a un driver temps réel, ça doit aller vers la partie real-time. Si c'est la carte réseau qui ne fait pas de temps réel, ça doit aller vers la partie Linux. Ça, c'est la difficulté, en fait. C'est la difficulté de cette techno. Et ça, c'était fait par un patch du noyau, il n'y a encore pas très longtemps, et c'est encore le cas pour des noyaux un peu anciens. Et aujourd'hui, c'est géré par une couche qui a été redéveloppée par Philippe Jérôme, qui s'appelle Dovetail, et qui, l'idée, plutôt que de faire des patchs qui n'étaient jamais... parce que quand vous faites de l'embarqué, ça a pas mal changé depuis quelques années. Et souvent, vous avez des noyaux qui sont fournis par les BSP, ce qu'on appelle les BSP, c'est-à-dire ce qui est fourni par le constructeur, dans Yocto, par exemple. Ce n'est pas jamais un noyau standard. Pas souvent. Donc le patch, il s'appliquait normalement à un noyau standard. Et ça ne s'appliquait pas toujours à toutes les versions. C'était vraiment très compliqué à gérer. Et donc, ils ont décidé de dire, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cartes qui sont mainline. Oui ? Une question. Où se situe Adeos? Est-ce que ça existe encore? Ah, je vois qu'on a affaire à un connaisseur. Adeos, c'était le microkernel jaune. C'était le microkernel. Ouais, c'est l'ancienne technologie Adeos. Ah d'accord, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Là, vous ne pourrez plus utiliser ça. Enfin, si, mais c'est vieux. Quoi. Ah, ok. On va dire que Adeos, c'est... Ouais, ça a été remplacé plus ou moins par Dovetail. Mais c'est pas plus exactement pareil, mais c'est la technique de virtualisation. Ouais. Non, j'en parle plus parce que c'est fini, ça. Voilà, Dovetail. Alors, vous avez... Voilà, la plupart du temps, aujourd'hui, on va utiliser Dovetail. En gros, c'est transparent pour l'utilisateur. Mais vous téléchargez un noyau qui est déjà modifié, qui est déjà patché. Et aujourd'hui, en gros, moi, j'en ai fait l'expérience avec des développements récents. Dans un noyau mainline, si vous avez le device tree qui est fourni, hein, la messe edit, ça fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de cartes qui sont supportées par le mainline. Parce que c'est une tendance. Hein.
En particulier, sur tout ce qui est ARM64, c'est beaucoup mieux supporté que tout ce qui était ARM32 autrefois. Et comme aujourd'hui, ARM32, ça a tendance à plus être maintenu. La preuve, hein, préempteur-T, ça ne fonctionne plus en ARM32, donc, enfin, pas l'option. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, alors donc ça fonctionnait, Xenomite 3, voilà, ça avait quelques difficultés. Et puis, il y a quelques temps, Philippe, il a redéveloppé un truc qui s'appelle EVL. Puis il est un peu fâché, ouais, j'en ai marre de Xenomite. Puis il est Grumpf, hein, c'est un geek, donc il est pire que moi encore, ça donne une idée. Il est un peu ermite, quoi. Et il dit ouais, voilà. Et puis finalement, bon, il s'est défâché et il a dit la prochaine version de Xenomite, ça sera basé sur EVL. Et donc basé sur Dovetail. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, Dovetail, ça remplace plus ou moins ce que, comme disait monsieur, ça remplace plus ou moins ADOS plus le patch, quoi. C'est toute la partie bas niveau. Bon, je passe les détails. Alors voilà un peu, ça c'est moi qui ai fait le schéma, ça se voit. Mais enfin, avec Excalidro, je m'en sors pas mal. Ça m'a sauvé la vie, Excalidro. Et donc, vous avez Xenomite 3, Xenomite 4. Alors, Xenomite 3, vous pouvez avoir iPipe et du Dovetail. Alors maintenant, il y a plutôt plus de Dovetail. La libcobalt, les skins VxWorks et compagnie. Et Xenomite 4, c'est que du Dovetail. Et puis, toute la partie user space, c'est-à-dire ce que faisait Cobalt, c'est une bibliothèque qui s'appelle libEVL. Et donc, c'est plus simple, en fait. Il n'y a pas le choix suivant la version du noyau, etc., etc. Alors, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus simples. Et en plus, ça fonctionne mieux, donc c'est pas la peine de s'en passer. Bon, c'est plutôt, au niveau des performances, c'était déjà beaucoup plus performant que préempteur-T. Sur la même carte, sur Xenomite 3, on est autour de 30 microsecondes hein, de jitter, donc ça va déjà. Par contre, Xenomite 3, Xenomite en général, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il fallait patcher le noyau, compiler un noyau, des fois il ne compilait pas bien. Il fallait mettre la partie user space. Quand on développe des drivers, c'est des drivers particuliers. Bon, c'était un peu compliqué, même si c'était intégré dans Buildroot, hein, Yocto. Un petit peu Yocto aussi, enfin pas un petit peu, mais il fallait modifier des trucs. Mais bon, c'est pas une grosse communauté, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ils n'aiment pas écrire de la doc, c'est déjà fréquent chez les développeurs, mais là, eux, c'est des... On pourrait les déposer au pavillon de Breteuil à Sèvres, hein, comme exemple de je n'aime pas écrire des exemples ni de la doc. Et puis surtout, le coût des drivers particuliers, ça, c'est pas terrible. C'était compliqué à gérer, quoi. Voilà, et donc il y avait une API, sur Xenomite 3, il y a une API qui s'appelle RTDM, ce qui veut dire Real Time Driver Model. C'est un module Linux, mais en gros, c'est pas tout à fait les mêmes appels système, c'est pas les mêmes paramètres sur les appels système, et donc c'était compliqué, quoi. On partait d'un driver Linux pour faire, on l'a fait, je me rappelle, il y a très longtemps, là, pour des cartes 1553, c'est un bus utilisé dans l'aéro et dans le métro 14, je crois qu'il y a ça. C'est un bus, un genre d'Ethernet temps réel. Enfin, c'est pas d'Ethernet, c'est un bus particulier, quoi. Et donc on avait écrit ça il y a longtemps. C'est utilisé souvent dans l'aéronautique. Bon, c'était pas simple à manipuler. Bon, on s'en sort, hein, mais bon. Alors EVL, là on va rentrer dans le vif du sujet. C'était au départ un fork de Xenomite 3. Je vous dis, Philippe, il en avait marre de faire du Xenomite 3. Pouf, il a fait un fork qu'il a basé toujours sur Dovetail. Et en fait, il y a deux concepts. Le concept, il est basé sur libEVL. Attention, alors le problème pour l'instant qui reste, c'est que c'est pas du tout, enfin c'est pas POSIX. Avant, quand on faisait du Xenomite 3, on recompilait un programme POSIX, et puis voilà, ça passait. Là, vous prenez un programme POSIX, il faut ajouter des instructions pour l'attacher à la partie EVL. Pour l'instant, je ne dis pas que ça sera de ça jusqu'à la fin des temps, mais pour l'instant, c'est comme ça. On s'en sort quand même, mais c'est pas comme avant où on recompilait du POSIX. Et puis il y a deux concepts, il y a deux modes de scheduling. Il y a ce qu'on appelle le inbound, ça c'est le scheduling Linux, et le out of band, OOB.
Donc quand on est en OOB, on est en temps réel. Et quand on est en inbound, on est en Linux. Et c'est presque aujourd'hui, donc ça c'est un énorme avantage, c'est presque compatible avec des drivers Linux. Sauf qu'il y a des appels système OOB qui c'est obligatoire, hein, c'est-à-dire que quand vous exécutez un appel système dans un driver, quand vous implémentez un appel système OOB, cet appel système va être exécuté en contexte temps réel. C'est pas magique hein, non plus, il faut bien qu'il y ait une différence entre les deux. Sauf que vous allez voir le code du driver, enfin si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant un code de driver. Après on peut en parler en repas de famille et tout. Surtout Noël approche. Comme ça après on vous embête pas. C'est moi qui monte la politique. Ouais, un jour j'étais à un mariage comme ça et puis il y avait un gars à côté et puis il était québécois. Il me dit, je lui dis tu fais quoi dans la vie? Il me dit je le dis pas parce que chaque fois que je le dis les gens il travaillait chez Matrox. Alors Matrox c'est l'ancêtre de Nvidia. Hein. À cette époque-là c'était je fais des drivers chez Matrox. Ben, ça a été le meilleur mariage de ma vie. On a parlé de drivers toute la soirée. Mais par contre, il n'y avait plus personne autour de nous. Et ouais, c'était super sympa, comme super mariage. Tout ça pour dire que c'est presque des drivers Linux. Et plus généralement, c'est beaucoup plus près de Linux en général. Et puis surtout, ça fonctionne mieux que demande le peuple. Donc pareil, pour le tester, qu'est-ce qu'on fait? On crée une tâche temps réel. Alors avant c'était latency en Xenomai 3, maintenant ça s'appelle Latmus. Je ne sais pas d'où ça vient. Des fois les noms, déjà Xenomai, c'est Philippe qui a trouvé, je ne sais pas trop d'où ça vient. Donc. Et puis c'est un truc qui va générer une tâche périodique, on va charger le système, etc., etc. Alors il y a un truc qui est vachement important, mais c'est vrai en temps réel aussi, pas uniquement en Xenomai. Quand vous êtes en temps réel, ce qu'on fait le plus souvent, alors avant, on n'avait qu'un seul CPU, autrefois. Donc on n'avait pas cette possibilité. Quand vous avez plusieurs CPU, hein, voilà, mettons que vous en avez 4, voilà, vous allez dire, ce CPU-là, il va être réservé aux tâches temps réel. Ou 2, hein, enfin peu importe. Donc ça va être du temps réel. Et ça va être du non-temps réel. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour les performances temps réel. Parce que, en gros, si vous avez une tâche qui consomme du temps CPU, alors évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de CPU, ça va être compliqué à mettre en place, mais ça ne va pas perturber, au niveau hardware, ça ne va pas perturber les tâches temps réel. Donc, si vous voulez avoir des bonnes performances, mais ce n'est pas que pour Xenomai 4, hein, c'est vrai partout. Si vous voulez avoir des bonnes performances, que ce soit avec FreeRTT, Xenomai 3, Xenomai 4, FreeRTOS ou whatever, eh ben, vous êtes obligé d'isoler des CPU. Alors là, j'en ai isolé un sur 4, parce que c'est sur une Pi 4, il y a 4 CPU. Mais c'est important, ça. Tout le monde le dit. Hein. Donc voilà, on a un système, alors on va le générer avec Yocto ou autre chose, on va faire un petit test, on va calibrer l'outil de test, on va charger avec Hackbench, on peut générer des traces au format GNUplot. Et donc le jitter maxi, dans ces cas-là, c'est 13 micros. 13 micros, alors que c'est plutôt 25 micros pour Xenomai 3 et 90 micros pour Preamp RT. Donc c'est quand même mieux. On ne peut pas dire que c'est pas mieux. Enfin, en tout cas, ceux qui le disent sont des menteurs. Voilà, alors ça c'est généré avec GNUplot, vous voyez, on est autour de 13 micros. Alors majoritairement, beaucoup de points autour de vraiment très 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 proche du zéro. Mais il y a toujours quelques points qui s'évadent. Mais ça va, 13 micros, c'est pas trop mal. Alors après, quand on veut, maintenant on va attaquer la partie je veux développer des trucs, des applications par exemple, c'est quand même le but. Eh bien, pour développer des applis, il faut avoir la possibilité de générer des images compatibles avec Xenomai. Alors, ça gère aussi Xenomai 3 d'ailleurs. Et puis de générer un SDK. Qu'est-ce que c'est un SDK? C'est un compilateur avec tout ce qu'il faut. Et donc, le projet Xenomai, ils ont un truc qui s'appelle Xenomai Image. C'est basé sur Isar. Alors, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Isar, c'est un outil, c'est un peu comme Yocto. D'ailleurs, ça utilise BitBake. Mais ça génère des images Debian. Et ça a été fait par Siemens. Et le principal contributeur, à part Philippe, à Xenomai, c'est un mec de Siemens.
Donc forcément, il est calé là-dessus. En plus, c'est un Allemand, donc il est très... il est fermé, il n'est pas fermé borné, mais il est un peu psychorigide, on va dire. Et il est calé là-dessus. Alors c'est bien, ils ont un petit trou, une petite interface. Par contre, j'ai essayé, on peut générer une image, mais par contre, générer le SDK, ça ne marche pas très très bien. Alors, il m'a dit qu'il faut modifier ci, c'est modifier ça. Bon, je ne vais pas insister. Et nous, on fait beaucoup de Yocto chez nous. Et on est même contributeur à Yocto. On fait pas mal de trucs autour de ça. Donc, j'étais avec un ancien élève qui est devenu un stagiaire et on a dit on va faire ça avec Yocto. Donc, on a fait un layer Yocto, un Meta Xenomite 4 qu'on a intégré. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste un noyau spécial, les outils de test et EVL. Et puis voilà quoi. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez facile à adapter. Une fois que vous avez le device tree, en gros, ça marche bien. Alors, on a un client là, qui voulait utiliser autre chose, c'était une Layerscape. C'est des cartes NXP, enfin, c'est des chips NXP. Il y avait le device tree, on a recompilé et ça a marché. Parfait, quoi. Il n'y a rien à faire. Ça s'est beaucoup amélioré, ça. Voilà, donc là, c'est la solution. On a une image, on a un SDK, donc c'est bon, quoi. Alors, une appli Xenomite 3, c'était ça. Ça dure 1 heure, hein, c'est ça? Oui. C'était ça. Vous aviez un programme principal qui s'exécutait sur 2 domaines, en fait sur 2 kernels. La partie bleue, c'est la partie temps réel. La partie noire, c'est la partie Linux, avec des drivers Linux, des drivers RTDM. Et puis, l'un s'exécute sur le kernel Xenomite, etc. Et puis, entre les deux, il y a un truc qui s'appelle XDDP. Parce qu'évidemment, souvent, quand vous avez une application, elle va récupérer des données en ayant des contraintes temps réel, mais elle va les balancer côté Linux pour en faire, pour stocker sur des fichiers, envoyer sur le réseau, je ne sais pas quoi. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser un canal de communication déterministe. Vous ne pouvez pas faire ça avec du POSIX parce que ce n'est pas le même domaine. Et ça s'appelle toujours, hein, ça existe encore sur Xenomite 3, ça s'appelle XDDP. Ça veut dire Exchange Domain to Domain Protocol. Voilà. Alors sur EVL, c'est un peu plus simple, c'est un peu le même principe. Vous avez le inbound côté Linux et le OOB. XDDP maintenant s'appelle XBUF. Et par contre, les drivers, c'est les mêmes, ou presque. Donc ça simplifie quand même pas mal les choses. Et pour la compilation, c'est quand même vachement plus simple. Bon, ça, c'est un résumé des schémas. Bon, XDDP, on ne va pas insister, c'était ce qui était fait pour Xenomite 3. Je l'écris pour l'histoire. Ça marche, ça fonctionne très bien, hein, ce n'est pas la question. Et XBUF, c'est un peu le même principe. Alors ça, c'est un schéma de Philippe Jérôme, qui est aussi doué que moi pour le dessin, n'est-ce pas? Et donc, XBUF, en fait, ça permet d'échanger des données entre un domaine temps réel et un domaine non temps réel. Ça ne marche pas si vous êtes non temps réel, ou temps réel, ça n'a pas de sens. Donc, si vous faites côté temps réel, vous faites un OOB write, côté Linux, vous allez vous faire un read, et vous allez récupérer les datas, et pareil, réciproquement dans l'autre sens. Ça ressemble beaucoup à ce que fait XDDP, sauf que c'est adapté à ce mode de OOB inbound, quoi, c'est tout. Alors, il y a des démos. Bon, DevEVL, ça remplace plus ou moins Xenomite. C'est pas un driver, alors c'est dans Dev, mais c'est pas un driver, c'est un directory dans lequel il y a des infos sur les tâches temps réel qui sont après utilisées par des outils comme, il y a une commande qui s'appelle EVL. Si vous faites EVL PS, par exemple, -L, pardon, ça va afficher l'état des tâches temps réel, comme on fait PS sous Linux. Et ça va utiliser ce truc-là. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans le temps? Je sais pas, il faut demander à Philippe. Je pense que EVL était mieux fait pour... Alors, oui, si, je sais. Enfin, je sais. /proc, c'est de moins en moins utilisé et on veut de moins en moins le modifier. Et donc, faire ça, Xenomite faisait ça, c'était pas très bien vu. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien dans /proc. Ça. Ouais, c'est /1 ou /6. 6/6, voilà. Donc, je pense qu'ils se sont alignés sur ce truc-là. Sachant que le noyau, il est basé sur du mainline. Je pense que c'est ça la raison. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que là, on n'y voit rien du tout. Hop,
Voilà. Alors, quand on faisait, pour compiler une appli avec Xenomite 3, il y avait un outil qui s'appelle Xenoconfig, qui est un script, qui permettait de récupérer les différentes options de link, les C-flags, les LD flags, tout. C'était un peu compliqué. C'est beaucoup plus simple avec Xenomite 4. Vous prenez le compilateur généré par Yocto qui contient la libevel. En fait, la seule dépendance avec EVL, c'est la libevel en user space. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Vous la linkez comme si vous linkez libtoto ou autre chose. Donc c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tout ce zinzin là. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Voilà. Alors, voilà un code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux vous montrer un code. En gros, vous créez un thread, comme on le ferait dans Linux. Et puis, à l'intérieur du corps du thread, vous allez l'attacher à libevel, le passer en OB. Hein, vous allez donner des priorités. Éventuellement, le thread, souvent, pour faire une tâche périodique, qu'est-ce qu'on fait? Le thread, on l'endort, il est réveillé par le scheduler. Donc, EVL sleep until, c'est pour l'endormir. On peut éventuellement lire la clock, mais vous voyez, ce n'est pas du POSIX. Il y a EVL printf aussi, qui ne vous fait pas passer en inbound, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, ce n'est pas du POSIX. Donc ça, c'est un truc, c'est en discussion. Hein. Philippe, il vous dit, vous n'avez qu'à le faire, hein, puis c'est tout. Bon, après, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et donc, après, je ne vais peut-être pas montrer le code, parce qu'il risquerait y avoir des plaintes. Donc, c'est F5, oui. Voilà, vous pourrez regarder éventuellement. S'il y a des questions, on pourra regarder. Donc, vous pouvez tester avec AdBench, et le jitter, il est quand même inférieur à 5 microsecondes. C'est quand même plutôt bien, quoi. Voilà. Alors, j'ai une petite vidéo. Alors, j'ai des vidéos, parce que je suis prudent. Donc, comme je dis, j'amène toujours des surgelés. La prudence est mère de sûreté, comme disait l'autre. Donc, building EVL PSREL. Voilà, ça c'est une démo qui vous montre comment. Bon, alors c'est pas du grand cinéma, mais bon. Donc je source mon compilateur. Voilà, c'est un 5.0, voilà. Donc ça va me. Mais ça je le fais, c'est pas parce que c'est Xenomite 4, je le fais tout le temps. Ça vous met un compilateur croisé, et puis vous faites juste make, et vous voyez. Ça link juste avec libevel. Hein. Alors après, on peut faire du CMake. Pour les gens qui veulent faire du CMake, on peut faire du CMake. C'est pareil. Hein. Voilà. Ouais, vous faites make et vous avez la même chose. Donc c'est vachement plus simple. Alors, c'est plus joli CMake parce que ça met des couleurs. Et alors après, une fois qu'on l'a compilé, on peut le tester. Donc on va prendre la vidéo suivante. EVL thread démo. pthread démo. Voilà, donc EVL pthread. Mon MP, on va mettre 1 milliseconde. Voilà, donc ça fait 1 million de nanosecondes, vous voyez. Alors là, je lance mon Hackbench, qui crée plein de processus. Et puis, je fais un EVLPS, voilà. Donc là, ça me donne l'état de mon processus. Vous voyez, la priorité 99, etc. Et vous voyez, il faut arrêter de bouger là. Non, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, donc on a le jitter maxi, il reste à 4 micros. Quoi. Ça, c'est des nanosecondes. C'est vraiment très très bien. Quoi. Si vous faites du préempt RT, ça arrive à 80-100 micros. Il n'y a pas photo, quoi. Mais on n'en parle pas de ça à la télé. Plutôt que de raconter des trucs, on ne dit pas ça. On nous ment. Voilà, bon, après, c'est pas très spectaculaire, mais c'est juste. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus performant. Donc, que demande le peuple, de nouveau. Alors, le problème, c'est le kernel space. Ça, c'est. Merci pour le. Parce que le kernel space, c'est toujours compliqué, le kernel space. D'ailleurs, quand je fais les formations de drivers, la première chose que je leur dis, si vous pouvez éviter de faire des drivers, n'en faites pas. Parce que c'est toujours compliqué, sur n'importe quoi. C'est pas standard, jamais, une API driver, il n'y a pas de POSIX en kernel space.
sur quoi que ce soit, sur Unix, sur n'importe quoi. C'est toujours très difficile à débugger, etc., etc. Et sur XeoMai 3, en plus, c'était vraiment très, très spécifique. Donc là, eh ben, c'est mieux qu'avant. C'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Donc j'ai fait 2 exemples. Il y en a un qui vous permet de montrer comment ça fonctionne. Suivant ce que... Alors, un driver, s'il n'y a pas de programme user space, ça ne sert à rien. Hein. C'est toujours utilisé par un programme user space, un driver. C'est le principe. Donc, il y en a un premier qui est un driver dummy, bidon, qui va montrer le coût du in-band et out-of-band. Et l'autre qui va manipuler des GPIO, et j'ai branché un oscilloscope et tout et tout. Donc, de nouveau, comment on compile? Alors, c'est un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Donc, j'évite Avoid Dummy Driver Compilation. Voilà, tac. Donc, alors, vous ressourcez le compilateur. Alors, pour compiler un driver, pour votre information, comme dit l'autre, il faut donner les sources du noyau. Donc, je refais ça. Donc, je vais dans mon... alors, CD user, bah, je compile. Même qu'à dire build, CD build. Allez, dépêche-toi. En plus, si je me trompe de touche, voilà. Et là, je fais cmake.cmake, comme tout à l'heure. Voilà, c'est make. Ouf. Bon, ça, c'est rien d'extraordinaire. Alors, si, il y a 2 trucs. Parce que vous en avez un qui est EVL du user, qui va créer un thread en OOB, et le Linux de user, il va rester en in-band, lui. Donc, c'est ça la ruse. Et là, je vais compiler mon driver. Alors, pour compiler un driver, il faut donner les sources du kernel pour lequel il va tourner. Donc, ça, c'est fourni dans Yocto. Voilà. Voilà, XeoMai 4, blablabla, Scarsgap, RPI. Alors, ça s'appelle les kernel build artifacts, ce qu'il faut utiliser. Ça ne s'invente pas. Hein. Kernel build artifacts. Voilà, donc ça génère un point KO. Et après, vous n'avez plus qu'à copier ça sur la carte. Et vous pouvez après faire la démo. Alors, peut-être que... Ouais, je vais faire la démo, puis éventuellement... Ouais, on a encore... 17h15, on a encore le temps. Je vous fais la démo. Alors, le but de cette démo, c'est de... Bon, déjà insérer le module. Voilà. Et là, on va commencer par démarrer un programme user space qui va appeler ce driver. Et donc, il va s'exécuter toujours, il va appeler les appels système au OB, puisqu'il tourne en out of band. Yes, I know. OK. Et quand on lance la version Linux, ben on va exécuter les appels système in band. C'est-à-dire que dans un driver, alors je ne peux pas ne pas vous montrer le code. Je m'en voudrais. Quand on est dans un driver, merde. C'est stage. C'est le truc de mon petit stagiaire. Voilà, driver. Ce qui est important, c'est du bin. Hein. Vous voyez, si je vais dans driver, hop. Ben en fait, vous allez avoir, pour ceux qui parlent de driver, vous voyez bien que là, vous avez des appels système normaux, standards, qui utilisent le même prototype que les drivers standards. Hein. Les struct files enco, et puis là, vous avez les entrées OOB, qui sont spécifiques, particulières. Bon, ça, c'est l'init, voilà. Voilà. Et après, vous avez les appels système in-band, qu'on a sur n'importe quel driver, et les appels système OOB. Mais à part ça, c'est pareil. Et donc, si on va dans la partie user, ben, vous allez avoir Linux dummy. Alors là, le but n'était pas de mesurer le temps réel. Hein. C'était de faire tout bêtement un thread dans lequel on fait une boucle. Toutes les secondes, on fait un read, on fait un write, on fait un IOCTL. Truc qui ne sert à rien, c'est juste pour faire un print. Donc là, c'est tout ce qui est in-band. Ça va utiliser les appels système in-band. Et si on va dans la partie EVL, c'est pareil que tout à l'heure. Voilà, vous allez retrouver ce que je vous avais montré. Vous avez l'attachement au domaine, hein, EVL, merde, c'est au-dessus.
On l'attache au domaine OOB, domaine EVL. Voilà. EVL attach, on fixe la priorité, on lit la clock, et là on fait une boucle, et on fait OOB read, OOB write, OOB IOCTL. D'accord? Donc on prend le même driver, et on peut l'attaquer des deux domaines, en fait. Soit OOB, soit inbound. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Alors c'était un peu comme ça dans RTDM. Parce qu'RTDM, il y avait une fonctionnalité de double scheduling, il y avait des entrées RT et des entrées NRT. Mais comme ce n'était pas du tout standard au niveau de l'API, c'était beaucoup plus compliqué à manipuler. Alors j'ai un autre exemple encore mieux, qui utilise lui des GPIO. Alors la seule chose, c'est qu'en plus, il y a des GPIO, donc des GPIO. Driver démo. Alors il y a avec un oscilloscope et tout l'autre. Voilà, donc là, on est sur 6.14, NITS mode EVL. Alors là c'est uniquement en out of band. Voilà, EVL, GPIO. Pouf. Je ne sais pas si j'ai mis l'oscilloscope là. Ah si, le voilà. Le voilà. Donc vous voyez, alors moi je ne suis pas électronicien, donc je ne suis même pas informaticien en plus. Eh bien, l'oscilloscope. À village, je mets la charge. Ouais. Et vous voyez, alors on va mettre un peu plus de précision. Et là, ça bouge un petit peu. Il y a un petit peu de jitter, mais c'est peanuts, quoi. D'ailleurs, on voit que c'est vous voyez, c'est 8 micros. Si vous faites ça sur un noyau Linux, ça va danser. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la gigue. Voilà. Et là, bon, c'est pour dire qu'on voit le truc. Bon, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus performant. Et ça, c'est plutôt positif. Très positif, même. Alors après, j'ai une conclusion. Ouais, je vais peut-être virer ça, surtout. Voilà. Hop. Ah oui, il est là, le truc, c'est pour ça que ça marche. Donc c'est vraiment un truc, c'est une grosse amélioration par rapport à ce qu'on peut faire avec l'ancien Xenomite, tant au niveau de la simplicité que des performances. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'API POSIX. C'est pas trop gênant quand même. Puis évidemment, c'est pas supporté par la Fondation Linux, mais ça encore, on peut s'en passer. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. 5 minutes, oui. Moi, j'ai terminé. Oui. Qui va devoir bencher bientôt un système Xenomite 4 par rapport à Ah, ouais, une bonne idée. Sur des communications réseau. Sauf que le réseau n'existe pas sur Xenomite 4. Si. Enfin, dans ce qu'ils disent dans la doc, apparemment, on peut utiliser un driver standard, mais il faudrait le modifier pour, justement sur les out of band. Et la différence entre faire ça et ne pas le faire et utiliser le driver sans rien modifier, est-ce qu'il y a des choses qui vont. Enfin, est-ce que ça va être drastiquement différent les perfs? Alors, la question est, ça c'est un driver dit en mode caractère, donc c'est déjà prêt pour faire du Xenomite 4, hein. Ça c'est une remarque de ma part. Si vous voulez faire du réseau, effectivement, il faut faire à peu près les mêmes modifs. Là, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit temps réel? J'ai rajouté les points d'entrée. Hein. Ben, c'est pareil. Il faut donc modifier le driver pour qu'il soit compatible avec un réseau temps réel. Donc ça existe. Pour deux drivers, en fait, il y a... Là, c'est la réponse. Il y a l'IMX6, le driver FEC, il a été déjà modifié, donc on peut le tester. Et Philippe, il l'a fait pour sa boîte, d'ailleurs, pour les Intel IGB. Si vous ne le faites pas, bah, vous aurez simplement un driver Linux, vous serez en in-band. Ouais, ça va rien. Ça sera in-band. Donc là, il faut le faire. Je crois juste qu'il y aura la stack réseau elle-même qui sera. Non, la stack réseau, c'est la stack standard. Ah ouais? Ouais. Contrairement à RTDM, là aussi. RTDM, il utilisait RTNet, qui était une autre stack réseau. Là, c'est la stack Linux. Mais il faut le faire. Alors, c'est pas une grosse modif, mais il faut le faire. Sinon, vous n'aurez pas de réseau temps réel. Après, si vous avez des questions, nous, on peut... Vous connaissez bien, c'est bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce qu'on peut aller encore améliorer le jitter plus bas? Pour aller plus bas, est-ce qu'il faudrait peut-être utiliser des oscillateurs qui soient de meilleure qualité? Non, alors la question c'est comment on pourrait encore améliorer le jitter. Après, quand on veut encore améliorer le jitter, il ne faut plus utiliser le logiciel, il faut utiliser du FPGA, du hardware en fait. Pour tomber en dessous de quelques microsecondes en soft, ça me paraît compliqué Tout est possible, mais bon, ça me paraît difficile. Et je ne sais pas si c'est pas mieux de faire... Enfin, nous, on a des clients, quand ils veulent vraiment du temps réel très très dur, ils mettent un microcontrôleur qui a juste ça à faire, ou un FPGA, et la partie Linux, elle pilote la partie temps réel. Après, des applis qui demandent des jitters aussi faibles, il n'y en a quand même pas tant que ça, quoi. Mais moi, je pense que dans ces cas-là, il faut mieux utiliser du hardware. Ce sera mieux garanti. Mais c'est un avis personnel. Ouais, des FPGA qui comptent, oui, avec un FPGA, vous pouvez générer une tâche périodique avec un FPGA. Vous pouvez faire alors moi, je ne suis pas un super crack, je fais un peu de Verilog pour m'amuser, mais c'est possible. Oui, avec un FPGA, on fait ce qu'on veut. Oui. Next. Oui. Je reviens sur la question des benchmarks. Est-ce qu'il y a un comparatif qui a été fait entre des applications justement ayant des threads exécutés Un peu plus fort. et des threads exécutés par le kernel Linux ou avec des ordonnanceurs, on va dire, orientés temps réel? Alors la question, c'est est-ce qu'il y a eu des tests entre... Oui, des tests, mais des comparatifs. Des comparatifs entre des tâches qui utilisent du scheduling temps réel côté Linux et du scheduling temps réel genre Xenomai, quoi. Alors oui, il y en a. Après, il y a pas mal de papiers là-dessus. Sur Xenomai 4, je ne suis pas sûr. Mais il y en a plein sur d'autres... sur du Xenomai 3 par exemple, ou sur du Preempter T, il y en a plein des trucs comme ça. On en trouve partout. Enfin, ouais, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Le fait est que, quoi qu'on dise, quoi que racontent les gens qui font Preempter T, on ne sera jamais un noyau Linux, même patché, monobloc, quoi. Ça ne sera jamais un noyau temps réel. Donc on pourra toujours, avec un truc comme ça sera toujours mieux parce qu'on a un noyau qui est dédié aux tâches temps réel. Ça sera plus compliqué, le fait est que là c'est moins compliqué qu'avant, donc c'est un peu plus compliqué que de faire du Preempter T, mais c'est moins compliqué que de faire du Xenomai 3. Mais vous serez toujours meilleur avec un système à double kernel qu'avec un Preempter T, au niveau des performances. Hein. Je ne vous parle pas après du développement, etc. Parce que mathématiquement, ça ne peut pas être autrement, quoi. Il n'y a plus de... Ouais, dernière question. Allez, une dernière. Allez. Vous avez une question ou pas? Oui, pardon, c'était pour continuer, peut-être préciser le temps réel mou, temps réel dur et... Ah oui, mais ça c'est autre chose. Là, je parle de temps réel dur. Oui, bien sûr. Mais peut-être préciser ça, je ne sais pas. Quand vous faites du Linux, c'est du temps réel mou avec les options de Linux sans Preempter T. Quand vous faites du Preempter T, c'est du temps réel dur presque. Et là, c'est vraiment du temps réel dur, quoi. D'ailleurs, Philippe Jérôme, il disait je dois être tricard chez WinRiver. C'est une expression d'argot, je ne sais pas si vous connaissez. Et WinRiver, c'est l'éditeur de VxWorks. Parce qu'effectivement, déjà avec Xenomai 3, c'était un concurrent de VxWorks. C'est l'éditeur initial, c'était racheté Oui. par Intel. Ah, c'est fini ça, ils sont repartis, ils sont tout seuls, là, WinRiver. D'accord. Voilà, bon, ben on va s'arrêter là. Parce que, ouais, non mais, ouais. Ou on en parle après, si vous voulez. Merci.